L'UAZ Bukhanka n'est pas un simple fourgon. C'est une légende soviétique sur roues qui a conquis l'impossible. Né en des temps d'austérité et de nécessité, son design austère et sa résistance extrême l'ont transformé en une fidèle compagne, des champs de bataille aux chemins sans route. Plus de 60 ans plus tard, elle roule toujours avec la force et le caractère d'une authentique machine tout-terrain. Vous voulez connaître son histoire? Le voyage commence ici. Un fourgon forgé par le tout-terrain et l'histoire soviétique. L'UAZ Bukhanka, également surnommée la miche de pain, est bien plus qu'un simple fourgon à traction intégrale. Son design est aussi austère que la vie dans l'ancienne Union soviétique, mais c'est précisément pour cela qu'il est devenu une machine qui a conquis l'impossible. Des chemins inexistants, des climats extrêmes et de multiples fonctions, aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. Du transport des blessés sur le champ de bataille à la livraison de pain aux magasins dans des villages reculés, ce fourgon est devenu une icône roulante. Plus de 6 décennies se sont écoulées depuis sa naissance et pourtant son design est resté presque intact. Dans ce voyage, nous allons explorer comment un fourgon conçu en temps de pénurie s'est transformé en légende. L'URSS et sa machine militaire. Un monde de contrastes. Pendant la période de la guerre froide, l'Union soviétique s'est consolidée comme l'une des nations les plus militarisées de la planète. D'énormes usines construites depuis l'ère de Staline produisaient des dizaines de milliers de chars, de véhicules blindés, de canons et d'avions de combat. Tout cet arsenal était prêt à se mobiliser à tout moment vers l'Europe occidentale. Mais derrière cette démonstration de pouvoir se cachait un pays avec de profonds problèmes sociaux. Le secteur civil était gravement négligé. Des millions de paysans travaillaient dans des fermes collectives sans recevoir de salaire réel et, ce qui est plus alarmant, sans passeport pour pouvoir quitter leur lieu d'origine. Ils avaient besoin d'une autorisation de l'État pour se déplacer. Dans les villes, la majorité vivait dans des dortoirs d'usines ou dans des appartements communaux surpeuplés. Une économie contrôlée qui ne pouvait pas tout gérer. Toutes les usines, entreprises et magasins, des grands magasins des capitales aux petits commerces ruraux, appartenaient à l'État et étaient contrôlés par le Parti communiste. Toute activité commerciale privée était considérée comme un crime, puni par le code pénal sous l'accusation de spéculation. En concentrant toute l'activité économique entre ses mains, l'État soviétique a vite démontré qu'il n'était pas capable de gérer la production et la distribution des biens de manière efficace. Les étagères des magasins ont commencé à se vider. Il manquait des produits de base comme le pain, la viande, le beurre ou le lait. Un système de cartes de rationnement a été mis en place, et des articles comme le chewing-gum ou les jeans étaient un luxe réservé uniquement à ceux qui vécurent les dernières années du régime, pendant la perestroïka de Gorbatchev. L'industrie automobile, victime du déséquilibre. L'industrie automobile soviétique a également souffert des effets de la focalisation de l'État sur l'industrie lourde. Seuls les hauts fonctionnaires du parti avaient accès à des automobiles comme les ZIS, ZIL, Chika ou Volga. Le citoyen moyen devait attendre près de 10 ans sur liste pour obtenir un modeste Moskvitch. Dans les années 1960, le Zaporozhetsk a été ajouté à la gamme économique. Mais la véritable automobilisation de l'URSS a commencé au début des années 70, lorsqu'une entreprise italienne a construit une usine automobile dans la nouvelle ville de Togliatti. C'est là qu'on a commencé à assembler les Fiat 124,
connu en Russie sous le nom de VAZ Jiguli ou, plus populairement, de Kopeyka. Alors que la production de voitures de tourisme avançait petit à petit, le problème le plus urgent était le manque de petits fourgons commerciaux nécessaires pour le transport urbain et rural. Les importer n'était pas une option. Les lois soviétiques interdisaient l'entrée officielle de produits occidentaux, y compris les véhicules. Les pays alliés du bloc socialiste ne disposaient pas de fourgons de ce type. Ils ne pouvaient donc pas non plus aider. La demande désespérée. Nous avons besoin de nos propres fourgons. C'est dans ce contexte qu'un fonctionnaire du ministère de l'Automobile a pris la parole lors d'une réunion du parti à Moscou. Il a exprimé les demandes croissantes qu'il recevait des directeurs du commerce régional. Ils avaient un besoin urgent d'un fourgon propre, soviétique, capable de transporter des marchandises des entrepôts vers les magasins situés dans des villages sans route. Dans l'une des lettres envoyées aux autorités, un dirigeant a écrit avec franchise « Aujourd'hui, nous souffrons d'une pénurie critique de fourgons qui nous permettrait de livrer des biens aux villages, où il n'y a souvent pas de route. Notre parti n'a-t-il pas les moyens de nous aider ?» La réponse a été positive. Le parti a promis de résoudre le problème. La possibilité d'acquérir des fourgons à l'étranger a été brièvement envisagée, et les regards se sont tournés vers les Volkswagen transporteurs allemands. Mais le plan a été rapidement écarté. Il n'y avait pas assez de devises étrangères disponibles. Naissance d'une icône. Le projet de l'UAZ. En l'an 1954, un décret gouvernemental a été émis chargeant le fabricant d'automobiles d'Ulyanovsk de concevoir un nouveau fourgon de type familial basé sur la mécanique du tout-terrain Gaz 69. L'armée s'est également jointe au projet, car elle avait besoin de véhicules avec une capacité de charge et une polyvalence. Au cours des premières étapes de la conception, deux options ont été envisagées. Un fourgon avec un capot et un autre sans. Finalement, le design sans capot a été choisi, car il était plus facile à transporter par avion, ce qui était vital pour les besoins militaires. C'est ainsi qu'est né le premier prototype, l'UAZ 450. Ce modèle avait une carrosserie entièrement métallique et un style étonnamment moderne pour l'époque. Il avait même une lettre U sur la calandre, dans une tentative d'imiter l'esthétique des Volkswagen allemandes. Malgré son approche utilitaire, les designers se sont offert le luxe d'inclure des détails chromés et une allure frontale quelque peu romantique. Mais quand les militaires ont vu le véhicule, ils n'ont pas été impressionnés. Que sont ces ornements sur les côtés? Pensez-vous les envoyer à des expositions bourgeoises? Se sont-ils exclamés. Les critiques ont été entendues et les versions suivantes ont adopté un design plus sobre, ce qui lui vaudrait des surnoms comme la miche de pain, la pilule ou le tétard. Un véhicule aussi dur que la réalité soviétique. Grâce au partage de composants avec le Gaz 69, le développement du véhicule a été rapide. Il a conservé le châssis, les essieux, une boîte de vitesse à 3 rapports et une boîte de transfert à 2 étages. Le moteur original avait une cylindrée de 2,1 litres et générait 52 chevaux. Cependant, étant donné que le poids total de l'UAZ 450 avec sa charge était beaucoup plus élevé que celui du gaz, il a été nécessaire d'installer une version plus puissante du moteur, avec 2,4 litres de cylindrée et 65 chevaux. Ce même moteur a été utilisé dans les premières Volga Gaz M21. La production a commencé en l'an 1958. Non seulement des versions de fret ont été fabriquées, mais aussi des ambulances et des camions plateaux. Les portes s'ouvraient initialement dans le sens inverse de la marche, comme sur les vieux aporogets,
et les vitres latérales étaient coulissantes. Évolution et diversification de la Bukhanka. Dans les premières années de production, l'UAZ Bukhanka s'est principalement concentré sur la satisfaction de la demande militaire et du secteur commercial d'État. La simplicité et la résistance étaient ses principales vertus, bien que le confort soit quelque chose de très éloigné des priorités soviétiques. Le conducteur était très près du volant et les intérieurs étaient austères, reflétant la philosophie selon laquelle un véhicule devait avant tout être fonctionnel et robuste, pas confortable. En 1960, une version simplifiée à traction arrière appelée UAZ 451 est apparue, spécialement conçue pour une utilisation en ville. Ce modèle avait un châssis modifié et renforcé, avec le moteur légèrement déplacé vers l'arrière pour améliorer l'ergonomie du conducteur. Cependant, le confort restait relatif. À cette époque, les mots « confort » et « voiture soviétique » étaient pratiquement des antonymes. Au fil des ans, différentes variantes ont été produites. Des camionnettes, des ambulances, des minibus et des versions pour le transport militaire. Par exemple, l'UAZ 458A, une ambulance tout-terrain, est devenue la favorite de l'armée. Sa capacité à atteindre des endroits inaccessibles et à évacuer les blessés dans des conditions extrêmes l'a rendue indispensable. L'ambulance surpassait même la concurrence basée sur le camion Gaz 51, tant en confort qu'en mobilité hors de l'asphalte. Un classique inaltérable est la modernisation technique. En 1965, une nouvelle génération appelée UAZ 452 a été lancée. La calandre a été redessinée, devenant plus grande et plus simple, et a été abaissée vers la partie inférieure du front. À partir de là, le design général de la Bukhanka n'a pratiquement pas changé en 6 décennies, devenant un symbole du conservatisme automobile soviétique. Techniquement, cette version a incorporé d'importantes améliorations. Le moteur est devenu un design moderne, avec des soupapes en tête, une cylindrée de 2,4 litres et une puissance de 70 chevaux. De plus, une boîte de vitesse manuelle à 4 rapports et une nouvelle boîte de transfert ont été ajoutées, augmentant la capacité et la fiabilité du véhicule. En 1967, la production d'une variante minibus avec une capacité de 11 passagers, connue sous le nom d'UAZ 452V, a commencé. Bien que fabriquée en quantité limitée et principalement destinée à l'exportation, cette version a élargi l'éventail des possibilités pour le véhicule, qui ne se limitait plus uniquement aux tâches utilitaires. La modernisation qui s'est prolongée pendant une décennie. Du milieu des années 70 au milieu des années 80, l'UAZ 452 a subi une modernisation étendue, bien qu'à un rythme lent. Cela n'était pas dû à la complexité du travail, mais au manque de fonds suffisants pour accélérer les améliorations. Parmi les avancées notables, on trouve un moteur avec de meilleures performances et une meilleure consommation, qui développait 78 chevaux et disposait d'un système de filtre à air sec, d'un refroidissement fermé et d'une ventilation du carter. Un système de frein à double circuit avec servo-frein, un embrayage hydraulique, des amortisseurs télescopiques et un nouvel essieu de direction ont également été introduits. L'achèvement de cette modernisation a coïncidé avec la Perestroïka, le programme de réforme impulsé par Gorbatchev au milieu des années 80. Ce processus a ouvert la porte à de profonds changements politiques et économiques qui affecteraient tous les domaines, y compris l'industrie automobile. L'impact de la Perestroïka sur l'industrie automobile soviétique. Avec l'arrivée de la Perestroïka,
le monopole du Parti communiste sur l'économie et la politique a pris fin. La création de nouveaux acteurs économiques, tels que des coopératives et des entreprises privées, a été autorisée, rompant avec des décennies de planification centralisée. Cependant, cette transition n'a pas été facile. La crise économique que l'Union soviétique a vécue a durement affecté la production industrielle et la demande de nouveaux véhicules a chuté brusquement. L'usine d'Ulyanovsk n'a pas fait exception. Ses commandes pour fabriquer la Boukhanka ont considérablement diminué. Pour survivre à cette nouvelle réalité, les ingénieurs ont commencé à expérimenter avec de nouvelles variantes du fourgon, essayant d'élargir son champ d'application et d'attirer plus d'acheteurs. Cette étape a coïncidé avec la décision gouvernementale de la fin des années 80 qui a permis aux entreprises d'État de gérer leurs propres fonds et de les destiner à des améliorations, ce qui a été un soulagement pour l'usine. Expérimentation et nouvelle version dans un scénario changeant. Malgré les ressources limitées et la pression constante pour respecter les plans d'État, plusieurs versions intéressantes ont été développées, des véhicules à 3 essieux, des camions plateaux et une version tout-terrain équipée de 4 roues motrices, de chaînes pour la transmission et de skis à la place des roues avant ont été remarquées. Néanmoins, beaucoup de ces propositions sont restées à l'état de prototype en raison du manque de financement et des priorités de production. Ce n'est que des décennies plus tard que certaines de ces idées ont été reprises et concrétisées. Parallèlement, l'usine a lancé des versions plus civiles, comme l'UAZ-3, 9 Farmer, un modèle à double cabine à la fois en format fourgon et en camion plateau. Une version civile de l'ambulance a également été développée, conçue pour le marché non militaire, élargissant la portée du véhicule soviétique classique. Les variantes non officielles et l'exportation. Non seulement la manufacture originale a modifié le design de la Boukhanka, plusieurs entreprises privées et ateliers ont commencé à créer leur propre version restylée, essayant de moderniser un design que beaucoup considéraient comme désuet. Un exemple curieux a été le développement d'un véhicule blindé pour le transport d'argent et de valeurs, basé sur le châssis UAZ 3300, construit en 1987 par une usine à Bionosk. De plus, des ambulances ont été produites sous licence à Samara au milieu des années 90, qui incorporaient des designs de l'usine Volga. Pendant ce temps, la Boukhanka a été exportée vers des pays du bloc socialiste et aussi vers le marché occidental, où elle était souvent transformée en camping-car, avec des intérieurs agrandis pour le tourisme et la vie nomade. La dispute sur son originalité. Un design propre ou copié? L'histoire du design de la Boukhanka génère des débats passionnés. Certains défendent qu'il s'agit d'un modèle original de l'industrie soviétique, tandis que d'autres soutiennent qu'il est inspiré de la camionnette américaine Willys FC de 1956. En particulier, le modèle Willys FC 150 rappelle par de nombreux détails l'UAZ, surtout dans son concept de cabine sur le moteur. Cependant, cette discussion ne diminue en rien le rôle fondamental que la Boukhanka a joué dans l'histoire automobile soviétique et dans la vie quotidienne de millions de personnes. La Boukhanka. Un véhicule qui survient au temps. Malgré toutes les adversités politiques, économiques et sociales, l'UAZ et Boukhanka continuent de rouler sur les routes et les chemins les plus difficiles, non seulement en Russie, mais dans de nombreuses parties du monde. Sa simplicité mécanique, sa robustesse et sa capacité à affronter des terrains compliqués l'ont transformé en une légende vivante. Le design pratiquement inaltéré pendant plus de 60 ans reflète la nature conservatrice de l'industrie automobile soviétique et la préférence pour le fonctionnel sur l'esthétique.
De plus, sa longévité est un témoignage de l'efficacité de la production soviétique, qui a réussi à créer un véhicule qui remplit de multiples fonctions, de l'ambulance au transport de marchandises et de passagers. Encore aujourd'hui, la Boukanka est utilisée dans les zones rurales, dans les forces militaires et dans les missions de sauvetage dans des conditions extrêmes où d'autres véhicules ne peuvent tout simplement pas aller. Innovation et adaptation récentes. Ces derniers temps, l'usine d'Ulyanovsk a repris certains des projets expérimentaux développés il y a des décennies, intégrant des améliorations techniques et de nouvelles versions qui répondent aux besoins actuels. Par exemple, des variantes à double cabine et des configurations qui combinent transport de marchandises et de passagers ont été produites. Des améliorations ont également été mises en œuvre dans des aspects tels que la suspension, la direction et les systèmes de freinage, cherchant à augmenter la sécurité et le confort sans sacrifier la durabilité. Ces modifications permettent à la Boukanka de rester compétitive et utile, surtout dans les zones où l'infrastructure routière reste précaire. La Boukanka, dans la culture populaire et son héritage. Au-delà de sa fonction pratique, la Boukanka est devenue un symbole culturel qui évoque l'époque soviétique et la résilience de ses habitants. Son surnom, la miche de pain, est un reflet affectueux de sa forme caractéristique, mais aussi de son rôle de soutien pour beaucoup dans des environnements difficiles. Ce véhicule a été le protagoniste de nombreuses histoires, films et récits d'aventure, où il apparaît comme un compagnon infaillible pour les expéditions, les tâches militaires et la vie quotidienne dans les régions reculées. Son image est associée à la force, à la simplicité et à la capacité de surmonter les obstacles, des valeurs très présentes dans la mémoire collective de ceux qui ont vécu sous le régime soviétique. L'influence de l'UAZ sur le design et l'industrie. L'influence de l'UAZ Boukanka a transcendé les frontières et a inspiré le développement de véhicules similaires dans d'autres pays avec des conditions géographiques et économiques comparables. Sa formule de design simple mais efficace est devenue un modèle pour les fourgons et les camions légers sur les marchés émergents où la durabilité est une priorité. Au niveau industriel, la Boukanka est un exemple clair de la manière dont la concentration de l'État sur la production peut générer des produits emblématiques, bien qu'avec des limitations en matière d'innovation et de modernité. Le véhicule reflète les forces et les faiblesses d'un système qui a priorisé l'utilité et l'autosuffisance, en laissant de côté la concurrence et le design évolué. Le futur d'un classique tout-terrain. Bien que le monde de l'automobile évolue vers des technologies plus propres et plus sophistiquées, l'UAZ Boukanka conserve sa place grâce à son profil unique. Actuellement, on explore des options pour la moderniser avec des moteurs plus efficaces, des améliorations de la sécurité et des systèmes électriques adaptés aux nouvelles réglementations. Sa pertinence dépend également de la solide base d'utilisateurs fidèles qui connaissent et font confiance à la mécanique traditionnelle, capable d'être réparée avec des outils de base même dans des endroits éloignés. En ce sens, la Boukanka représente un pont entre le passé et le futur, une preuve vivante que parfois le classique résiste mieux que le nouveau. L'impact socio-économique de l'UAZ Boukanka. Au-delà du véhicule lui-même, la production et la distribution de l'UAZ Boukanka ont eu un impact significatif sur l'économie locale et régionale. L'usine d'Ulyanovsk a généré des milliers d'emplois et a contribué au développement industriel dans une zone où les options économiques étaient limitées. De plus, l'accès à un véhicule polyvalent a facilité le commerce intérieur, le transport médical
et la connectivité entre les zones urbaines et rurales, des aspects cruciaux dans un pays si vaste et avec tant de difficultés logistiques. L'UAZ est devenu un outil pour intégrer les communautés et améliorer la qualité de vie, en particulier dans les endroits où d'autres solutions étaient irréalisables. Si l'histoire de la Boucanka, ce fourgon qui défie le temps et le terrain avec sa force imparable, vous a surpris, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Ici, nous continuerons à explorer des véhicules avec une âme et un caractère qui ont marqué une époque. Rendez-vous dans la prochaine aventure sur roue, où la légende et la puissance vont toujours de pair.